4 millions de chèvres ont été libérées dans le désert, sans clôture, sans ration, sans promesse, seulement le vent, la poussière et une détermination têtue. Les experts ont d'abord ri, puis se sont ravisés, car des troupeaux suivis par satellite, répartis par communauté et lancés vers des terres où même l'acacia renonce, renversent ce que les manuels affirmaient sur l'aridité, l'érosion et la régénération. Derrière ce pari, le nom d'Ibrahim Traoré s'impose comme fil conducteur, et la question qui brûle demeure simple: que devient une nation quand elle décide de guérir par le mouvement plutôt que par les machines? Si des sabots réveillaient le sol, que pourrait réveiller la mémoire? Ce projet lancé au cœur du Sahel portait une promesse aussi fragile que puissante: prouver que la souveraineté peut pousser dans le sable. Derrière l'expérience des 4 millions de chèvres, Ibrahim Traoré voyait une démonstration de résilience, une façon de rappeler au monde qu'aucune aide extérieure ne remplacera jamais la mémoire d'un peuple. L'enjeu était immense. Si la Terre respirait à nouveau, ce ne serait pas seulement une victoire écologique, mais une réécriture politique, celle d'un pays refusant d'être défini par ses cicatrices. Car au Burkina Faso, l'indépendance ne se mesure plus en discours, mais en pas, en traces, en vie revenue. Les premiers signaux de verdoiement observés par satellite nourrissaient une question brûlante: la nature peut-elle redevenir alliée sans technologie? Et surtout, si la méthode réussissait ici, que signifierait-elle pour d'autres nations du Sahel, ou pour un continent fatigué d'attendre la permission d'espérer? Là se trouvait la promesse: transformer une idée jugée insensée en leçon universelle sur la dignité et le rythme du vivant. Le premier tournant survint quelques semaines après le lancement. Les images satellites révélèrent, à la stupéfaction générale, une hausse de 19% de l'humidité du sol sur les zones de pâturage. Ce chiffre, modeste en apparence, représentait pour les écologues une percée majeure. Là où l'on ne voyait hier que poussière, des stries vertes apparaissaient, fines, hésitantes, mais bien réelles. Ces signaux validèrent la thèse défendue par Ibrahim Traoré: la régénération africaine ne se décrète pas en laboratoire, elle s'éprouve sur le terrain. Car derrière ce projet des chèvres, il n'y avait ni financement colossal, ni promesse diplomatique, seulement une idée ancienne remise en mouvement: faire confiance au sol et à ceux qui y vivent. Depuis des décennies, le Sahel subissait la logique des plans importés: digues, engrais, tracteurs. Chaque tentative de aider finissait par assécher davantage la mémoire du territoire. En libérant le bétail au lieu de le contenir, le Burkina Faso opéra une inversion radicale, redonner au désert sa fonction de rythme. Ce fut là le mini-reveal: comprendre que la survie du paysage ne dépendait pas d'une ressource rare, mais d'un mouvement retrouvé. Les communautés, regroupées par zones tournantes de 10 jours, observaient déjà des changements subtils: sols plus friables, points d'eau ravivés, herbes légères sur les dunes. La science, elle, hésitait encore. Les modèles manquaient pour mesurer une renaissance venue des sabots. Pourtant, dans les villages de Djibo et Dori, les enfants parlaient de terre qui respire, et ce vocabulaire d'espoir valait tous les rapports. Le projet cessait d'être une expérience, il devenait une pédagogie. Un rappel que la souveraineté, dans la vision de Traoré, commence sous les pieds avant de s'écrire sur les drapeaux. Ce contexte posait la scène d'un récit plus vaste, celui d'un continent qui, pour se reconstruire, choisit de marcher plutôt que d'attendre, et d'une méthode qui refuse l'esbrouf: peu de slogans, beaucoup de traces, et des résultats lents mais tenaces. Au cœur de cette aventure, un fil rouge reliait les chiffres au visage, celui d'Ibrahim Traoré, présenté non comme chef d'État, mais comme passeur d'idées. Son message, répété depuis Ouagadougou jusqu'au village du Nord, tenait en une phrase: la Terre n'a jamais oublié, c'est nous qui avons cessé d'écouter. Ce ton, ni héroïque ni doctrinal, inspira les premiers gardiens du projet: des éleveurs, des étudiantes, des veuves reconverties en formatrices écologiques. À Djibo, Mariam, 27 ans, suivait ses chèvres avec un GPS rudimentaire. Chaque déplacement était noté, chaque retour observé. Elle raconta un jour qu'en suivant les bêtes, elle avait retrouvé un ancien puits que son grand-père disait disparu depuis 30 ans. Pour elle, le projet n'était pas scientifique, c'était un retour d'héritage. Les résultats concrets apparurent vite: des sols assouplis, des herbes fines, des mares asséchées réactivées par infiltration lente.
Les chiffres confirmèrent plus 15% d'humidité locale après 3 cycles de rotation. Mais au-delà des données, quelque chose de plus profond se jouait, la reconquête de la dignité. Les habitants se voyaient non plus comme bénéficiaires d'aide, mais comme acteurs d'un savoir retrouvé. Dans ce miroir, le visage d'Ibrahim Traoré devenait symbole discret, celui d'une Afrique qui apprend à s'appartenir. Et quand Mariam fut interrogée sur sa plus grande découverte, elle répondit simplement « Le désert n'est pas mort, il attendait qu'on marche dessus à nouveau ». Une phrase de 10 mots, et tout un continent y retrouva son souffle. De ces gestes modestes naissait une carte sensible, puis réveillée, et spontanée, chemin repris par les troupeaux, et un sentiment d'avenir partagé. Tout commença réellement quand les premiers troupeaux quittèrent Moahi-Guya, marchant vers le nord sous un ciel de cuivre. 4 millions de bêtes, marquées, suivies, coordonnées par satellite, traçaient lentement une carte vivante du Sahel. Les caméras étrangères parlaient de folie. Mais au Burkina Faso, Ibrahim Traoré observait en silence. Ce n'était pas une provocation, c'était une prière en mouvement. Les 10 premiers jours furent cruciaux. Chaque communauté disposait d'un calendrier, 10 jours de pâturage, 10 jours de repos. Ce cycle, hérité des traditions pastorales anciennes, réactivait un rythme oublié. Les sabots brisés, la croûte sèche, la poussière redevenait semence. Au 11e jour, des herbes fines apparurent, d'abord isolées, puis continues. Les satellites confirmèrent une répartition nouvelle des zones humides, un maillage fin, presque organique. La presse occidentale hésitait entre ironie et fascination. Dans les villages, les changements s'enchaînaient. Les femmes transformaient le lait en savon, en fromage. Les jeunes, formés au codage et au drone, suivaient les déplacements depuis les écoles communautaires. Les marchés reprirent vie, peau, fromage, engrais naturels circulaient de nouveau. Et signe discret mais fort, les chants nocturnes des bergers reparurent après des décennies de silence. Mais le projet connut aussi ses secousses. Une tempête de sable frappa Dori, 40 heures de vent ininterrompu. Des centaines de troupeaux disparurent. Les médias s'emparèrent du drame. 4 millions de chèvres, un désastre. Les observateurs étrangers concluaient à l'échec. Cependant, quand les drones furent relancés 3 jours plus tard, une image bouleversa tout. Les bêtes s'étaient déplacées d'elles-mêmes vers les anciens lits de rivière, exactement selon les cartes pastorales du XIXe siècle. Elles avaient retrouvé l'eau sans guide. Ce fut le premier moment de grâce du projet. Les critiques se turent. L'instinct des animaux venait de surpasser la logique des ingénieurs. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode marqua une révélation. Nous pensions diriger la nature, elle nous rappelait seulement le chemin. Ces mots, répétés à la radio nationale, déclenchèrent une vague de respect mêlée d'émerveillement. Le pays entier suivait désormais les mouvements des troupeaux, comme on suit un match ou une éclipse. Le Project Goats of the Sahel devenait une épopée collective, mêlant foi, science et mémoire. Et dans chaque empreinte de sabot, les habitants lisaient autre chose qu'un miracle. La preuve tangible qu'une idée peut marcher, littéralement. Quand le calme revint, le gouvernement valida la phase 2, extension vers Gorom, Gorom et Marcoyer. Les premiers chiffres parlaient d'une hausse de 19% d'humidité moyenne et d'un retour de 7 espèces végétales disparues. Mais ce n'était que le début. Le désert venait d'accepter la conversation. La phase suivante clarifia l'enchaînement. Cartographier finement les zones de repos, raccourcir certains pâturages, renforcer la coordination intervillage. Les coopératives fixèrent des règles simples, pas de surpâturage, partage des points d'eau et journal de rotation signé par les chefs de campement. Les radios communautaires diffusèrent les horaires de déplacement, tandis que des tableaux muraux consignaient les observations de terrain. Les chiffres, modestes mais constants, imposèrent un récit, moins d'érosion en bordure, plus de graines transportées, davantage de mares temporaires stabilisées. Dans cette progression, on reconnut un triptyque net, activation, climax, rémanence, où chaque secousse laissait derrière elle un gain ténu mais durable, et surtout une évidence s'ancra, la patience, plus que la force, tenait lieu de stratégie. Au milieu de l'année, les chiffres commencèrent à parler plus fort que les discours. Les analyses de sol, menées par l'université d'Aouya, révélèrent une progression mesurable, plus 121% d'humidité, plus 42% de densité végétale,
plus 15% de rétention carbone en moins d'un an. Cette séquence, que les chercheurs nommèrent Baseline Delta, confirmait l'efficacité du modèle. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas un triomphe, c'était une validation silencieuse d'un pari jugé fou. Les scientifiques étrangers s'interrogeaient: comment un système sans machines, sans engrais, sans irrigation, pouvait-il rivaliser avec des programmes internationaux à plusieurs milliards? La réponse tenait en 3 mots: mouvement, mémoire, mesure. Chaque paramètre, du pas des bêtes à la couleur du sol, était suivi par GPS et drones artisanaux. Les données, stockées localement, formaient la première base écologique indépendante du pays. Aucun serveur étranger, aucune ONG, seulement des étudiants et des bergers. Ce fut une révolution discrète. La méthode de mesure devint modèle. Les cycles de rotation, 10 jours de pâturage, 10 jours de repos, étaient peut-être comparés à des zones témoins. Dans ces zones sans mouvement, la compaction du sol restait stable ou empirait. Dans les zones actives, la perméabilité augmentait de 18% selon les capteurs d'infiltration. Autrement dit, le sol respirait mieux. Et ce simple fait, observé empiriquement, bouleversait les dogmes. L'Organisation africaine du climat valida les résultats dans un communiqué sobre. Le Burkina Faso a démontré que la régénération peut précéder la technologie. Cette phrase devint virale. Dans les universités de Dakar et de Dar es Salaam, des étudiants la citaient en ouverture de leur thèse. Les débats internationaux s'enflammaient. Le modèle burkinabé pouvait-il être exporté? Les institutions répondirent prudemment, mais le public, lui, croyait déjà. Les habitants, eux, n'attendaient pas la validation scientifique. À Dori, les puits reprenaient vie. À Gorom Gorom, les herbes se levaient sans pluie. Et partout, les bergers disaient la même phrase: le sol se souvient. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient qu'une partie du récit. Il voyait plus loin un mouvement culturel. Car ces données prouvaient que la confiance, pas la technologie, déclenche le changement. Le pays n'avait pas changé de climat, il avait changé de posture. Le monde regardait désormais le Sahel autrement. Les agences de presse parlaient de miracles écologiques, d'autres de folie méthodique. Mais dans les villages, personne ne se réclamait d'un miracle. On parlait de travail, de cycle, d'attention. Le projet des chèvres venait de passer du symbole à la méthode. Et cette méthode, inscrite dans les chiffres, ne pouvait plus être effacée. Pour consolider la preuve, les chercheurs ouvrirent leur protocole, série temporelle hebdomadaire, audits croisés et carnets de terrain accessibles aux communes. Ils ajoutèrent un indicateur simple, jour sans poussière volante, que chacun pouvait comptabiliser. Peu à peu, la confiance devint mesurable, plus de concordance entre données citoyennes et mesures instrumentées, moins d'écart Jiwa-discours et sols observés. Ainsi, la rigueur changea d'adresse, du centre de conférence vers les campements où la science retrouvait ses bottes. Dans ce glissement, une leçon simple se fixait. Quand les métriques appartiennent aux habitants, elles cessent d'être des promesses et deviennent des pratiques quotidiennes, vérifiables, transmissibles. Toute réussite attire sa contestation, et le projet des chèvres du Sahel n'y échappa pas. Des experts européens dénoncèrent une illusion statistique, arguant que les hausses de végétation découlaient d'anomalies climatiques, non d'un modèle burkinabé. D'autres, plus sceptiques encore, parlèrent de écologie folklorique. Mais au Burkina Faso, la réponse ne vint pas des ministères, elle vint du terrain. Les universités locales organisèrent une contre-étude. Comparer des zones voisines ayant reçu des aides mécaniques à celles simplement foulées par les troupeaux. Résultat, aucune corrélation entre les variations de pluie et la repousse. La variable clé restait le mouvement cyclique. La preuve fut filmée, là où les sabots passaient, la couleur du sol changeait. Pas de fertilisant, pas de canal, seulement des pas. Ibrahim Traoré, interrogé par un média international, refusa le ton polémique. Ce n'est pas une compétition contre le Nord, c'est une conversation avec la Terre. Cette phrase renversa la discussion. Loin d'un défi idéologique, le projet devint exemple de coopération épistémique, montrer qu'un savoir peut naître hors des laboratoires dominants. Les critiques techniques persistaient pourtant, trop peu de séries temporelles, pas assez de corrélations croisées. Les chercheurs burkinabés répondirent « voix transparence », publiant leur modèle, invitant les sceptiques à venir mesurer sur place. Certains vinrent,
et beaucoup repartirent troublés. Ce n'était pas un miracle. C'était une logique que les chiffres commençaient seulement à rattraper. Les sabots, les cycles, la patience, tout cela formait un système lent, mesurable, reproductible. Les débats cessèrent peu à peu d'opposer science et instinct. Le monde découvrait qu'ils pouvaient marcher ensemble. Pour ancrer le débat, une règle fut adoptée. Tout critique obtient un transecte à instrumenter. Tout village garde un droit de réponse documenté. Ainsi la controverse cessa de flotter. Elle touche à terre, au sens propre. Et dans le silence revenu du désert, une vérité demeurait. Quand un peuple retrouve le rythme de son sol, aucune controverse ne peut l'arrêter. Ce protocole simple fit basculer le soupçon en méthode et la méthode en confiance partagée. 8 mots suffirent à tout changer. Le désert n'a plus peur de nous. Cette phrase, prononcée par un vieux berger de Marcoy, marqua le point médian du projet. Jusqu'ici, l'histoire parlait de sols, de chiffres, de cartes. Désormais, elle parlait de liens. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le projet des chèvres du Sahel entra dans une nouvelle phase, celle de la confiance collective. Les images satellites montraient non plus des taches isolées, mais des veines vertes continues traversant la poussière. Les habitants, autrefois sceptiques, se disputaient désormais les tours de pâturage. Les coopératives s'étendaient, les marchés se densifiaient et même les sceptiques d'hier demandaient à rejoindre l'expérience. Le ministère de l'Environnement valida un plan d'expansion vers 10 nouvelles zones appuyées par les universités locales. Mais la véritable révélation ne tenait pas à la superficie gagnée. Elle tenait à une phrase que l'on commençait à répéter dans tout le pays : « Ce que le vent efface, le pas le réécrit ». Cette maxime, adoptée par les écoles rurales, symbolisait le renversement complet du regard. L'écologie redevenait culture, le désert redevenait mémoire. Et pour Ibrahim Traoré, la renaissance du Sahel n'était plus une hypothèse, c'était un récit en marche. Les mois suivants confirmèrent ce que beaucoup pressentaient. Le désert cessait de reculer et laissait voir ses premières cicatrices refermées. Les séries de l'Observatoire climatique africain, publiées en fin de saison, indiquèrent une progression moyenne de 42% de la couverture végétale, 21% d'humidité supplémentaire et 15% de carbone organique en plus dans les zones ciblées. Ces chiffres, prudents mais robustes, déplacèrent la discussion des slogans vers les pratiques. Pourtant, c'est la vie quotidienne qui traduisit le mieux la bascule. Dans les campagnes, dans les villages, des puits longtemps poussiéreux se remplissaient sans pluie, par infiltration lente. Les femmes, hier contraintes de marcher des heures, montèrent des coquelis sanf, des collectifs laitiers et des ateliers de savon. Leur coopérative la plus visible, les filles du désert, finança des pompes manuelles et des classes de nutrition. Leur slogan, « La liberté se traite chaque matin », condensait une idée neuve, produire, vendre, réinvestir, localement. Des foires réapparurent, modestes mais régulières, où s'échangeaient cuir tanné, fromage et engrais issus des troupeaux. Du côté des artisans et des petites entreprises, à Gorom-Gorom, des artisans relancèrent la filière du cuir, tandis que de jeunes entrepreneurs standardisaient des fertilisants organiques. Les flux restaient petits mais stables. Lors d'une visite, Ibrahim Traoré souligna que « la souveraineté naît du sol, non du métal », phrase reprise comme doctrine des sabots. Des microcrédits communautaires, alimentés par les ventes, bouclèrent dans la chaîne, pas de dépendance, des marges modestes, de l'autonomie gagnée pas à pas. Chez les plus jeunes, dans les écoles rurales, les enfants cartographiés à la main, les veines vertes, visibles depuis la colline. Ils apprenaient à lire la terre avant de lire les livres, mesurant la hauteur d'herbe, le pas des bêtes, la clarté des mares. Les instituteurs parlaient de science du vivant plutôt que de science naturelle. Cette pédagogie transforma la régénération en devoir civique, puis en fierté partagée. Un élève demanda « Maître, la terre a-t-elle une mémoire ?» Réponse « Oui, et c'est à nous de l'écouter chaque matin. » Au-delà des frontières, des délégations du Mali et du Niger étudièrent les cycles de rotation, tandis que des chercheurs du Sénégal proposaient des transects communs. L'Union africaine évoqua une diplomatie des troupeaux comme alternative au programme d'aide classique. Les premiers protocoles de partage de données furent signés entre universités sahéliennes. Pour les Burkinabés,
La victoire la plus intime restait pourtant symbolique, la dignité rendue. Ils avaient prouvé qu'un peuple peut réparer sans quémander l'autorisation. Dans les marchés comme dans les laboratoires, le mot souveraineté retrouva son poids. Et tandis que les séries s'allongeaient, Ibrahim Traoré rappelait que la vraie mesure du succès n'était pas la flambée d'un chiffre isolé, mais la continuité d'un rythme. La terre, disait-il, n'a pas besoin d'être conquise, seulement accompagnée avec constance. Dans cette phrase simple, on entendait battre le cœur d'un pays qui, pour la première fois depuis des décennies, respirait de nouveau, calmement, durablement. À ce stade, le Burkina Faso se trouvait à un carrefour exigeant. Le projet des chèvres du Sahel, soutenu discrètement par Ibrahim Traoré, devait démontrer qu'une réussite de saison pouvait devenir une trajectoire de décennies. Les chercheurs, les coopératives et les communes proposèrent 3 scénarios raisonnés, base, optimiste, critique, afin de guider les décisions sans céder au triomphalisme. Dans le scénario de base, le modèle se stabilise et l'expansion reste prudente. Les troupeaux maintiennent la rotation, les sols conservent leurs gains d'humidité et de porosité. Mais la progression ralentit à mesure que l'on s'éloigne des noyaux communautaires. Les zones témoins restent contrastées, vertes, près des couloirs actifs, fragiles aux marges. Dans cette hypothèse, le projet demeure un succès national limité mais durable, dépendant de la discipline locale, va d'une coordination inter-village simple. Si l'on se place dans la version optimiste, les régions voisines adoptent la méthode voient l'appui d'un réseau universitaire sahélien. La végétation s'étend encore d'environ 20%, les marchés se densifient, la diaspora finance des capteurs ouverts, va des chartes de mouvements écologiques sont signées entre communes frontalières. Les coûts restent modérés parce que la méthode mise sur le temps, non sur l'équipement. Pour Ibrahim Traoré, c'est le moment où la patience devient politique, l'État facilite, les habitants conduisent. Enfin, dans la version la plus fragile, une sécheresse exceptionnelle, une crise de sécurité ou une gouvernance défaillante rompent la rotation. Les troupeaux se dispersent, les données s'amincissent, des zones régénérées régressent. On sauvegarde des archipels de réussite, mais la dynamique se fragilise. Malgré tout, un héritage demeure. Protocole, cartes, savoir transmis, preuve qu'un pays peut tenter, mesurer, corriger sans permission extérieure. Le point commun entre ces chemins est une leçon de rythme. La régénération n'est pas un miracle, c'est une constance. Les décideurs fixèrent donc 3 garde-fous, tenir les cycles, publier les mesures, partager les compétences. Ibrahim Traoré résuma l'esprit, Trong un entretien. Si le sol respire, la nation respire. S'il s'essouffle, nous marchons encore, calmement. Ainsi, entre prudence, audace et imprévu, le Sahel avance à pas mesurés, va chaque empreinte devient promesse lorsqu'elle se répète. À mesure que les chiffres s'effaçaient derrière les visages, le récit du projet des chèvres du Sahel commença à changer de nature. Il ne s'agissait plus seulement de science ou d'agronomie, mais de transmission émotionnelle d'un peuple vers le monde. Dans les documentaires, dans les podcasts, dans les journaux locaux, on entendait partout la même respiration lente du vent et des pas. Les spectateurs urbains, longtemps indifférents au sort du désert, se découvrirent un attachement inattendu. Les citadins de Ouagadougou racontaient comment les images de verdoiement les avaient réconciliés avec la campagne. Dans les écoles de la capitale, des concours d'écriture sur la mémoire du sol virent le jour. Et dans les cafés, on murmurait presque fièrement « Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes patients ». Cette bascule toucha aussi la diaspora. Les Burkinabés installés à Abidjan, Paris ou Montréal finançaient désormais les kits de suivi GPS et les formations rurales. Les dons étaient modestes, mais constants, et surtout portés par une idée simple, revenir participer même à distance. C'était, comme le dit Ibrahim Traoré, une solidarité qui ne passe plus par les banques, mais par les racines. Le projet devint ainsi miroir d'une Afrique intime, débarrassée de sa posture défensive. Les médias étrangers, forcés d'écouter, commencèrent à évoquer une écologie d'appartenance. Pour les spectateurs du monde entier, ces images de sable et de chèvres racontaient autre chose, le courage tranquille de recommencer. Et peut-être que derrière chaque grain de poussière se cache un message simple, la renaissance ne se prouve pas, elle se ressent. C'est là que le spectateur, peu à peu, devient témoin,
Après les émotions vint l'organisation méthodique. Pour que le projet survive à son propre succès, il fallait structurer le mouvement sans l'alourdir. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé et les coopératives locales rédigèrent une feuille de route en 5 étapes, simples mais exigeantes. D'abord, il fallait cartographier le terrain. Chaque zone active fut numérisée, points d'eau, couloirs de déplacement, microclimat, sol témoin. Les universités locales installèrent des stations météo citoyennes reliées à des tablettes de suivi, voie format ouvert. Puis, il fallut former les éleveurs. Les éleveurs suivirent des modules courts sur la régénération des sols, la lecture des cycles d'humidité va la prévention du surpâturage. Les femmes, piliers des coopératives, devinrent référentes de terrain et formatrices itinérantes. Ensuite, on apprit à mesurer les effets du changement. Les étudiants analysaient mensuellement la densité végétale et l'infiltration, publiaient les résultats en ligne et tronquent les mairies afin d'éviter toute dépendance aux institutions extérieures. Un indice lisible par tous, jour sans poussière volante, compléta les capteurs. Peu à peu, le projet s'étendit. Les zones pilotes furent doublées de 40 à 80 communautés intégrées, voies couloirs sécurisées et médiation intervillages. Des délégations du Mali va du Niger observées, prêtes à reproduire le modèle avec adaptation locale. Et pour durer, il fallait enfin pérenniser l'effort. Un fonds de stabilisation interne fut créé, alimenté par les bénéfices du lait, du cuir et des engrais. Aucun prêt conditionnel, aucune subvention qui dicte les priorités, la décision reste locale. Pour Ibrahim Traoré, ce plan n'était pas une fin, mais une continuité. Le défi n'est pas de reverdir un an, mais de durer 10 ans sans oublier pourquoi. Ces étapes traduisaient une révolution discrète, passer d'un projet de survie à une stratégie de civilisation où l'endurance vaut méthode et la mesure vaut langage partagé. Le soir tombait sur le Sahel. Dans le silence doré, les silhouettes des troupeaux se découpaient comme des points de mémoire sur l'horizon. Parmi eux, une fillette suivait les pas de sa mère, tenant un petit seau de lait encore tiède. Elle ne savait rien des chiffres, des pourcentages, ni des discours politiques. Mais elle savait que la terre avait recommencé à sentir bon. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait les images satellites affichées sur un mur de la présidence. Des lignes vertes s'étiraient, profondes, continues. Il murmura « Ce n'est pas la victoire, c'est le retour du souffle ». Ces mots résumaient le sens d'une décennie. Le projet n'était plus seulement une expérience écologique, c'était un acte de foi en l'homme, une réconciliation lente entre mémoire et matière. Et si le désert pouvait réapprendre à respirer, alors peut-être que l'humanité aussi. Dans les villages, on célébrait la première récolte d'herbes. Les enfants chantaient « Le sable a marché avec nous », une chanson simple, mais qui disait tout. L'histoire du projet des chèvres du Sahel s'achevait ici, ou peut-être commençait à peine. Car désormais, la terre parlait à nouveau, et cette fois, le monde écoutait. À la fin de ce long voyage, il ne restait ni slogan ni promesse, seulement une invitation. Car ce que le projet des chèvres du Sahel avait prouvé, c'est qu'une idée, lorsqu'elle marche vraiment, laisse des traces que même le vent ne peut effacer. Ibrahim Traoré, interrogé par une journaliste étrangère, répondit calmement « Nous n'avons pas changé le désert, nous l'avons écouté ». Cette phrase, simple et nue, résumait une philosophie entière, celle d'un peuple qui transforme la patience en puissance. Aujourd'hui, les images du Sahel verdissant circulent sur les écrans du monde. Elles ne cherchent pas à convaincre, mais à rappeler. Rappeler que la liberté peut pousser dans la poussière, que la science peut naître d'un pas et que la dignité parfois se mesure en silence. Alors la question demeure, si 4 millions de sabots ont pu réveiller une terre, que pourraient accomplir 400 millions de cœurs pour une planète ? C'est peut-être là, dans ce souffle partagé, que commence la vraie renaissance.